C'est dans un climat de tension que la Côte d'Ivoire a célébré ce mardi son 52e anniversaire de l'indépendance. Les attaques de ce week-end, suivies par une autre attaque lundi contre le camp militaire d'Akoudou qui a fait 7 morts, est encore dans tous les esprits. Nous avons pu repousser ces assaillants et actuellement des ratissages et des battues sont en cours dans les villes et quartiers avoisinants pour pouvoir les dénicher. Dans un discours hier à la Nation, le président ivoirien a lui aussi tenté de rassurer ses concitoyens, même s'il n'a pas fait mention des attaques. Nous avons pu renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Certes, il reste des poches résiduelles d'insécurité, mais elles sont l'objet de toute notre attention. Emploi, pouvoir d'achat, éducation, le président ivoirien a assuré qu'il connaît mieux que quiconque les préoccupations des Ivoiriens. Alassane Ouattara, qui vient de rentrer d'une série de visites officielles, s'est également félicité des résultats de la diplomatie ivoirienne depuis un an. Nous sommes redevenus fréquentables, crédibles et notre signature est désormais respectée. Cela est le fruit des visites officielles d'amitié et de travail que nous avons effectuées en Afrique, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique. Au vu des violences de ces dernières semaines, pour beaucoup d'observateurs, le gouvernement Ouattara doit encore faire ses preuves en ce qui concerne la réconciliation nationale. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, mise en place il y a un an, tarde toujours à porter ses fruits. L'ONU se félicite de l'accord conclu entre le Soudan et le Sud-Soudan sur le pétrole et les arrangements financiers. Dans une déclaration lue par son porte-parole, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a indiqué que l'accord conclu était une phase importante pour la construction des relations de bon voisinage entre les deux États. Le secrétaire général est ravi que les deux gouvernements aient revu considérablement leur position sur les questions litigieuses. Il regrette cependant qu'il n'ait pas respecté les délais du 2 août fixés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, en application du processus de paix pour l'Afrique, et exhorte les dirigeants soudanais et ceux du Sud-Soudan à faire preuve de volonté politique pour résoudre tous les problèmes en suspens. Le Soudan du Sud, qui a accédé à l'indépendance en juillet 2011, a besoin pour exporter son pétrole de le faire transiter par le territoire soudanais. En raison d'un désaccord persistant sur la tarification de ce transit pétrolier, Khartoum avait saisi des cargaisons de pétrole sud-soudanais, provoquant la colère de Djuba, qui avait décidé de suspendre sa production de pétrole en janvier dernier. Les tensions entre les deux pays avaient donné lieu à plusieurs semaines d'accrochage, ravivant les craintes d'une guerre ouverte entre les deux États voisins. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait donné aux deux parties jusqu'à jeudi 2 août pour résoudre l'ensemble de leurs contentieux sur le pétrole sous peine de sanctions. L'accord entre les deux pays a été conclu grâce à la médiation de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, devenu médiateur de l'Union africaine. Le Cameroun est frappé depuis quelques semaines par une épidémie de peste porcine africaine. 3 régions sur 10 sont durement touchées, à savoir l'ouest, le nord-ouest et le centre. Des petits foyers ont été détectés à Douala, de quoi inquiéter François, propriétaire d'une ferme à Bilong. Si un cas de peste porcine est détecté, les autorités procéderont à l'abattage de tout son cheptel. Nous avons attrapé, n'est-ce pas, dans 2 conteneurs, un conteneur de 20 pieds et un second de 40 pieds, plein de carcasses de porcs morts de maladies rouges. Et il y en avait 550 carcasses et immédiatement nous avons procédé à la saisie. L'épisodie de la peste porcine a déjà tué près de 3000 bêtes en une semaine. Dans ce marché de porc à Ndokoti, les vendeurs en grise mine. Les clients se font de plus en plus rares. Depuis que cette maladie a commencé, il y a eu baisse. Vous voyez, les clients ne la consomment plus comme avant. Pour éviter que la viande impropre soit servie aux consommateurs, des inspecteurs vétérinaires sillonnent tous les marchés de la ville de Douala. Ils contrôlent la viande et sensibilisent les vendeurs sur la nécessité de servir à la clientèle une viande saine. Toujours est-il que le prix du kilogramme a considérablement chuté. Une véritable aubaine pour certains consommateurs. On vient d'acheter 11 kilos de viande à 1800 francs CFA le kilo, alors qu'avant on achetait à 2300.
qui veut dire qu'en fait, le moment, si le prix est favorable sur le marché. Non, on n'a pas peur de la peste, puisque en cette saison, les prix sont abordables sur le marché et que depuis qu'ils consomment, je n'ai rien eu comme maladie. La peste porcine africaine est une maladie virale contagieuse, mais le virus à l'origine de la maladie ne se transmet pas à l'homme. Dans ce camp de Salameïdal, à quelques kilomètres de la ville somalienne de Baidoa, ses habitants ont trouvé refuge. Ici, ils espèrent accéder aux soins et à l'alimentation nécessaires. Les gens viennent ici à cause de la sécheresse. Il n'y a pas de récolte, pas de culture en raison des faibles pluies. À cela s'ajoute un manque d'eau. L'autre raison, c'est l'insécurité. Quelques organismes comme l'UNICEF apportent leur soutien à l'hôpital de proximité de Baidoa, qui est la seule structure médicale dans la région. Les cas les plus recensés concernent la malnutrition infantile. Je suis partie à cause de la maladie de mon enfant et aussi à cause du manque de nourriture. Dans la semaine dernière, 25 nouveaux cas ont été admis au programme d'alimentation thérapeutique. Les cas que nous recevons à l'hôpital sont pour la plupart similaires à celui-ci et d'autres cas sont traités dans le domaine par le programme de sensibilisation. Pour certains comme Fidei, ce voyage de 90 km est le dernier recours pour bénéficier d'un traitement pour sa fille qui souffre d'une malnutrition aiguë. Depuis sa naissance, elle a toujours été en bonne santé, mais il y a de cela 3 mois, elle a commencé à avoir des vomissements et des diarrhées. Elle était très fébrile. J'ai continué à lui donner du lait maternel, mais elle s'est arrêtée d'elle-même, comme elle vomissait beaucoup. La Somalie a pendant longtemps été en proie à des graves crises alimentaires aux conséquences dramatiques. Et avec la faible pluviométrie, la plupart des populations n'ont pas les moyens de cultiver. Et cela est de mauvais augure pour les récoltes dans les mois prochains. En contrebas, un paysage sud-soudanais désolé, parsemé de camps humanitaires engorgés. Près de 200 000 personnes y sont recensées. Yida, un camp de réfugiés situé au nord du pays, accueille le quart d'entre eux. L'organisation Médecins sans frontières, présente sur le terrain, a installé un hôpital dans le camp dès le début du conflit. Il a été très vite pris de court par un afflux soudain et massif. La structure, que ce soit ambulatoire ou hospitalière, est devenue bondée avec du monde partout, un staff hyper occupé du matin au soir et du soir au matin. Ce sont les 60 000 personnes qui sont dans le camp actuellement. Il y en a probablement 15 à 20 000 qui ont la diarrhée chroniquement. Comme on le sait, c'est toujours les enfants entre 6 mois et 5 ans qui en pâtissent le plus. Plusieurs défis sanitaires sont à dénombrer. Diarrhée, paludisme et infections sévères sont les principales causes de mortalité au sein des camps. L'amélioration de l'accès à l'eau potable est un autre sujet de préoccupation. Avec la saison des pluies, les routes sont devenues impraticables. L'acheminement des provisions devient compliqué. Pour faire face aux difficultés financières et au manque de logistique, Médecins sans frontières a lancé un appel aux dons. Dans le camp de Yida, 5 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour en moyenne. Pour continuer de leur porter secours, nous avons besoin de vous. Cette femme est arrivée il y a quelques jours. Elle raconte son périple pour rejoindre Yida avec ses enfants. Plusieurs jours de marche sans s'alimenter. Elle a craint pour sa vie et celle des siens. Du côté de l'ONG, on s'inquiète des moyens et des questions de sécurité. Le camp de Yida a coûté 3 millions d'euros de dépenses en moins d'1 an. Le double sera nécessaire pour continuer à accueillir des réfugiés. Très proche de la frontière, il n'est pas à l'abri d'une attaque de la part des rebelles de la région. À Léogane, à l'ouest de la capitale haïtienne, le bataillon coréen de l'ONU met en place des méthodes écologiques de transformation des eaux usées en 3 étapes. Le système de purification paraît ultra sophistiqué, mais en réalité, il fait peu appel à la technologie. Tout part d'un mélange de micro-organismes dans un bassin de jacinthe d'eau douce où les Coréens parviennent à transformer les eaux usées. Ce liquide appelé IM permet de détruire tous les microbes qui donnent une mauvaise odeur à l'eau. 3 fois par semaine, nous mettons 20 bouteilles de ce liquide dans les bassins de jacinthe d'eau.
Dans un premier temps, les eaux sales sont récupérées. Elles sont ensuite dirigées dans un réservoir souterrain où tous les déchets et microbes sont extraits. Pendant la deuxième étape de purification, l'eau est acheminée dans 2 bassins, dont l'un contient de l'eau de javel et l'autre filtre avec des roches et du sable. Tous les 2 jours, les Coréens versent leur propre produit, appelé le micro-organisme efficace, dans ce bassin. Quant à la troisième étape, elle consiste à utiliser de la jacinthe d'eau, connue pour sa capacité à absorber les bactéries vivant dans l'eau. Seul bémol, c'est une plante qui prolifère si vite qu'elle bouche les réseaux hydrographiques si elle n'est pas soigneusement contrôlée. Je crois que ce système de purification d'eau est très efficace. Nous l'utilisons car il est très simple et vous pouvez trouver facilement les ingrédients pour cela. Vous avez seulement besoin de la jacinthe d'eau. Nous pouvons le trouver partout ici en Haïti. Ensuite, nous avons aussi besoin de techniciens pour construire des bassins d'eau et le réservoir. C'est vraiment efficace. Le bataillon coréen utilise également l'énergie solaire pour éclairer leur base. Pour un pays en développement comme Haïti, l'environnement est très important. Je souhaite que tous les Haïtiens fassent tout ce qu'ils peuvent pour protéger leur environnement. Pour ça, ils peuvent commencer par de petites choses qui sont autour d'eux. Ces pratiques écologiques sont basées sur une méthode ancestrale utilisée en Corée.